Et puis les équipes engagées pour le tournoi qualificatif à la CAN U20 2025 dans la zone UFOAB connaissent désormais leurs adversaires. Le tirage au sort a eu lieu à Abidjan et les jeunes guépards du Bénin se retrouvent dans le groupe A. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Les réactions s'enchaînent suite à l'affaire de tentative de coup d'État. L'amicale des anciens députés de la 8e législature condamne l'acte et réitère son attachement à l'ordre légal. Écoutons le porte-parole, l'ancienne députée Sedami Fagla, au micro de Saint-Tiche Quimpon et Igor Ayoso. Dans la nuit du lundi 23 au mardi 24 septembre 2024, l'efficacité de nos forces de défense et de sécurité ainsi que la bienveillance de Dieu et des mânes de nos ancêtres ont permis à notre pays d'éviter ce qui aurait pu être la première atteinte à sa sûreté sous l'ère de la démocratie. En effet, selon la déclaration du procureur spécial Près-la-Criette, des individus se préparaient à remettre en cause l'ordre constitutionnel ce vendredi 27 septembre 2024. Une information que nous avons apprise avec stupeur, consternation et incompréhension. Ce d'autant que l'opinion nationale et internationale a cru que la période d'accession au pouvoir par la force était révolue chez nous au Bénin depuis l'historique conférence des forces vives de la nation de février 1990. Depuis lors, notre pays a fait des pas dans le renforcement de ses institutions et l'instauration de l'état de droit sans cesse conforté par diverses élections et une alternance démocratique avérée au sommet de l'État. Depuis l'arrivée au pouvoir du président Patrice Talon, cet engagement irréversible et déterminé a continué son chemin, porté par le patriotisme de notre peuple, le dialogue étant l'indéniable outil de cohésion sociale que nous a toujours imposé l'esprit de la dite conférence nationale. C'est pourquoi cette information a suscité l'émoi et l'indignation du peuple béninois tout entier. Nous, députés de la 8e législature, acteurs des récentes réformes du renforcement de notre système démocratique, saisissons cette occasion pour dénoncer et condamner avec la dernière vigueur toute tentative de prise de pouvoir par la force. Nous réitérons le credo de notre démocratie qui veut que des élections libres et transparentes soient les seuls et uniques moyens d'accéder au pouvoir sur la terre de nos ancêtres. Nous exprimons notre totale solidarité au président Patrice Talon et notre entière confiance en la justice pour faire la lumière sur ce drame que nous avons évité de peu. Nous appelons les acteurs politiques, qu'ils soient de l'opposition ou de la mouvance, et tout le peuple béninois à un sursaut patriotique pour protéger et défendre ces institutions, dont la plus importante est la magistrature suprême incarnée par le président Patrice Talon, contre toute tentative ignoble et inopportune. Nous invitons pour finir les uns et les autres à prier pour notre cher et beau pays, le Bénin, et son chef, le président Patrice Talon. Le projet Emploi des jeunes pour une amélioration de la sécurité alimentaire au Nord Bénin a organisé à Ndali un atelier de partage de résultats avec ses partenaires et les acteurs étatiques. Cette rencontre vise notamment à présenter les effets positifs de la mise en œuvre du projet qui est à sa deuxième phase. Sylvain Savi et Olviga Messan. Près de 12 000 jeunes des départements de la Liborie et de l'Atakora sont impactés par le projet EJAZA. Ces hommes et femmes s'investissent dans 4 filières, à savoir maraîchage, petits ruminants, volailles et soja. En dehors des actions actuelles, le projet EJAZA, qui prend fin en 2027, outille les bénéficiaires de manière à pérenniser les acquis. La durabilité du projet est au cœur de la deuxième phase, parce que quand il y a eu la première phase, avec les résultats concluants qui ont été donc atteints, l'ambassade des Pays-Bas a accordé maintenant de faire une extension. Ce qui est surtout important en termes de durabilité, c'est, disons, toute la batterie d'actions et d'initiatives qui sont en œuvre, qu'à la fin du projet, qu'il y ait des choses qui résistent ou qui persistent.
On a les jeunes à la base. De ces jeunes-là, on identifie les champions. Des champions, on identifie les mentors et les coachs. C'est tout un dispositif qui permet de professionnaliser des jeunes qui peuvent continuer le travail. Dans le but d'améliorer durablement les revenus des jeunes et des femmes, le projet interagit au quotidien avec des partenaires opérationnels, d'où la nécessité de renforcer les relations. Il est bien qu'on puisse échanger avec les partenaires stratégiques que nous avons, qui ne sont pas directement informés de ce que nous faisons comme activité. Donc c'est pour ça que nous avons invité les maires, nous avons invité les préfets, nous avons invité les responsables des centres de promotion sociale, des DAEP, ATDA et la police républicaine pour pouvoir communiquer en réalité ce que nous faisons au niveau du projet EJASA. Ces partenaires auront ensuite la responsabilité de faire des retours et des suggestions en vue d'aider le projet à mieux impacter. Pour rappel, le projet accompagne 12 500 jeunes sur 5 années. Même exercice à Djougou. Le projet a réuni les parties prenantes et les acteurs des zones d'intervention pour leur présenter les résultats déjà obtenus et les perspectives. C'est à la faveur d'un atelier. Les détails avec Jean-Claude James et Yves Agodopessi. Les résultats présentés prennent en compte la phase pilote de EJASA de 2020 à 2022 et la deuxième phase démarrée depuis 2023. 2 départements, Alibori et Atakora, soit 15 communes, ont bénéficié des actions pour des performances encourageantes. Aujourd'hui, le projet EJASA, avec sa phase pilote, a touché plus de 4000 jeunes. Donc, ce sont des jeunes qui sont actifs dans le secteur agricole. Bien sûr, il y a des bénéficiaires indirects. Vous imaginez, tous ces jeunes-là, ça impacte leur ménage lorsqu'il s'agit de la nutrition et lorsqu'il s'agit des formations aussi. Les ménages sont associés et il y a aussi l'écosystème qui est touché aussi. Quand vous prenez les organisations professionnelles agricoles sont renforcées. Dans les discours d'appréciation des résultats, ces partenaires stratégiques sont revenus sur certaines préoccupations. Un feedback attendu d'ailleurs par l'équipe de la SNV pour la suite du projet. Ce qui m'a impacté, ce projet a impliqué les structures locales pour l'identification des cibles. Pour la commercialisation du soja, la politique du gouvernement, c'est l'une des meilleures et nous voulons qu'elle puisse s'aligner sur aussi les autres tels que le coton, la filière coton, où les marchés autogérés sont créés. EJASA phase 2 prend fin en 2027 et l'objectif est de passer d'environ 4 500 à 12 500 agripreneurs impactés. La SNV est appuyée dans ce projet par le Royaume des Pays-Bas et l'Union européenne. Pendant ce temps, le programme Approche communale pour le marché agricole phase 3 se penche sur les difficultés qui entravent sa mise en œuvre. Pour les identifier, les responsables du programme ont commandité une étude sur l'état des lieux des conflits fonciers dans les zones d'intervention du projet. Ils vont ensuite élaborer une stratégie pour les résoudre. Les résultats de cette étude sont présentés au cours d'un atelier. Le point avec Pierrette Adayossi et Kanel Kapou. L'étude a été menée dans les départements du Borgou, de la Donga et des Collines, zone d'intervention du programme Approche communale pour le marché agricole. Selon l'équipe de consultants, les causes des conflits fonciers relevés ont notamment obstruction des couloirs de passage et méconnaissance des instances locales de gestion foncière. Des actions phares sont envisagées dans la foulée. On peut retrouver essentiellement, par exemple, la généralisation du cadastre, la sensibilisation sur le contenu du code foncier et domanial, afin que et les populations et les acteurs du foncier puissent mieux maîtriser les questions foncières. Nous avons préconisé également comme action phare l'intensification de tout ce qui est mesures de sécurisation. Il y a des instances qui sont prévues pour la prévention et la gestion des conflits fonciers, mais ces instances ne sont souvent pas opérationnelles. Et dans opérationnel, on entend leur mise en place, leur fonctionnement, leur équipement et même des appuis de toute forme. Toutes les mesures quand même que nous avons identifiées
sont synthétisés à travers une stratégie que nous sommes là aujourd'hui pour valider. Les résultats de l'étude confortent les responsables du programme ACMA 3 dans leurs décisions. L'idée derrière cette étude est d'élaborer une stratégie innovante de prévention et ou de résolution de ces conflits et d'explorer les pistes d'accompagnement des institutions compétentes à la prévention et à la résolution des conflits fonciers dans la zone d'intervention du programme, à l'effet de développer des solutions durables et adaptées à nos réalités locales. Il ne se passe de semaines, encore moins de mois, où nous réglons des problèmes liés aux conflits fonciers, nonobstant la disposition légale en vigueur au Bénin. Que dans un pareil contexte, un programme comme ACMA 3 en vienne à commanditer une étude sur les conflits fonciers, vous imaginez combien cela nous réjouit. À terme, la mise en œuvre des recommandations de l'étude fera des espaces agricoles du programme ACMA 3 des lieux de paix, de prospérité et de durabilité. 10e anniversaire de l'Association des communes frontalières du Bénin, une décennie de vie qui coïncide avec la 6e session ordinaire de l'Assemblée générale de cette association qui s'efforce de servir de relais entre les communes frontalières et les autorités nationales et internationales. Evariste Zomoron et Samira Djamimane. Ça fait 10 ans que nous nous sommes retrouvés ici toujours à Grand Popo pour mettre en place ce bébé qui a grandi. Un 10e anniversaire qui offre l'occasion de faire le bilan du chemin parcouru au service des populations des zones frontalières et surtout s'entretenir sur les questions relatives à la coopération transfrontalière à l'effet du renforcement de la sécurité de la population et du développement durable. Conformément donc aux textes fondamentaux de votre association, l'agence appuie l'organisation chaque année d'entre deux congrès d'une assemblée générale pour échanger sur les modalités de prise en charge des espaces frontaliers, de renforcement de la sécurité aux frontières, la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, la lutte contre la sortie frauduleuse de nos produits agricoles face aux défis de l'autosuffisance alimentaire. Avec la situation sécuritaire qui prévaut dans ces espaces, il y a lieu de faire en sorte que les populations puissent avoir le sentiment d'appartenance à la nation. Nous ne ménagerons aucun effort quant à la prise en compte des préoccupations des communes frontalières. Votre engagement à nos côtés renforce notre conviction. Ensemble, nous pouvons surmonter tous les obstacles et créer un avenir meilleur pour nos communes frontalières. Les communes frontalières sont invitées à mutualiser leurs efforts et leurs moyens afin de bénéficier des opportunités dues à leur position géographique. Depuis 2009, la Fondation Iyalati s'est engagée à promouvoir l'excellence en milieu scolaire. Les meilleurs apprenants des établissements publics du Bénin sont primés pour leur prouesse. Dans le département du Borgou, c'est la commune de Tchaourou qui est retenue pour la 11e édition. Olviga Minsan et Docastito Djalidi. Des fournitures scolaires, des enveloppes financières, des tableaux d'honneur. La Fondation Iyalati célèbre l'excellence en milieu scolaire. Ses élèves du premier cycle ont obtenu une moyenne générale comprise entre 15 et 18 sur 20. C'est le lieu de leur dire un encouragement sincère et de dire aux autres que le travail bien fait est toujours récompensé. L'excellence se construit, elle s'accompagne et elle se cherche. Ce principe doit être véhiculé au plus près de nos élèves dans chaque classe. Nous devons encourager cette jeunesse, nous devons davantage cultiver et consolider chez nos apprenants les valeurs fortes du mérite, de l'effort, de la réussite et de la promotion. Dans le département du Borgou, c'est la commune de Tchaourou qui est à l'honneur avec les collèges d'enseignement général de Goro, d'Alafiarou et de Béterou. Le principe de base de la Fondation Iyalati, c'est que chacun peut apporter sa petite contribution. Et renforcer, motiver, féliciter, célébrer, congratuler ceux qui réussissent fait partie de cette construction.
La Fondation Iyalati est ici aujourd'hui pour féliciter les meilleurs. La Fondation Iyalati est ici pour motiver les meilleurs. Et je remercie également le corps enseignant. Comme on me l'a dit au CG1 de Boyko, il n'y a pas de meilleurs élèves sans meilleurs enseignants. C'est parce qu'on a de bons enseignants qu'on a de bons élèves. Félicitations au corps enseignant. Selon Mudashiru Gbadamassi, président de la Fondation Iyalati, promouvoir l'excellence, c'est encourager les apprenants à donner le meilleur d'eux-mêmes. Il ajoute que la Fondation ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Je m'engage à être parmi... Les fils de Kondi avec ceux de la cité des Saka ont célébré leur retrouvailles identitaires festives. La fête de la Gani leur en a offert l'opportunité. Des retrouvailles annuelles où les peuples Batombo, Mokole, Bo et Peul exhibent et tentent de séduire avec le patrimoine culturel. Aussi Niadeleke et Judy Kailaina. Tout a débuté ici par la sortie du roi. Ensuite, par une caravane qui a mobilisé plusieurs milliers de jeunes, d'enfants et de sages autour du roi Saka Jibril III. Parti du domicile de ce dernier, la caravane a pris par la mosquée centrale de la ville où le roi a béni l'imam avant de mettre le cap sur la résidence du camp du Sounan, puis ensuite sur le tombeau des ancêtres de la ville et autres lieux sacrés. C'est une fête qui a été vraiment rehaussée par Dieu. Et comme la fête de Gani, comme ça se passe chaque année, mais je peux dire que cette année, ça nous a émerveillés parce que les gens sont sortis pour pouvoir quand même soutenir cette belle fête. Dans un élan de gaieté, les milliers de personnes ayant effectué le déplacement se sont régalées. Des courses de chevaux et des démonstrations. Gani là a eu valeur parce que je dis que notre président là, il valorise toutes les traditions. Donc c'est pourquoi je le remercie beaucoup. Tous les cadres et ressortissants de Kandi ont répondu présent. Et vous avez vu, on a eu la chance. Notre roi également a pu faire le parcours en bonne et due forme jusqu'à se retirer. Je pense que c'est très important. La présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique à ce rendez-vous montre l'attachement du président Patrice Talon et son gouvernement aux valeurs endogènes. Nous sommes arrivés parce que notre gouvernement accorde une importance capitale à notre culture, à tout ce qui concerne nos traditions. Et comme nous avons actuellement sur la table un grand dossier qui vise à développer ce secteur-là, à y mettre de l'ordre et à faire en sorte que nos parents qui sont partisans de cette culture-là puissent aussi accompagner le gouvernement dans l'accomplissement de ses missions. Cette retrouvaille culturelle annuelle a permis au peuple Batombo, Mokole, Bo et Peul de vénérer leur culture. L'église La Chapelle internationale des vainqueurs section Bénin célèbre les 110 ans de son fondateur. Une occasion choisie pour rappeler l'importance du partage, de l'entraide et de la solidarité à travers une série d'actions sociales. Un hommage est rendu au pasteur David Olani Oyedepo. Les détails avec Ulvaeus Balo. Un acte de générosité à l'endroit des populations de Assalin dans le département du Zou. De l'eau qui coule pour le bonheur des femmes et des hommes. À Bonou, dans le département de l'Ouémé, c'est la lumière qui, lui, grâce à ses lampadaires solaires. Il a mené la lumière ici. Il y aura toujours cette lumière ici dans ce village. Et ici, à l'orphelinat Saint-Gérard, Maïla de Koutongbe à Porto Novo, ce sont des dons sous forme de vivres et de vêtements. Parce que nous croyons au don. Et nous croyons au fait d'être une bénédiction. Ces gestes d'amour et d'affection sont le symbole d'une rencontre. Une rencontre avec l'évêque David Oladini Oyedepo, fondateur de la Living Faith Church Worldwide, l'église de la Chapelle des Vainqueurs. Apôtre de nos diviseurs, Winners Chapel International. Chapelle des Vainqueurs International. Bishop David Oyedepo. Bishop David Oyedepo. Yeah. Connu
pour son engagement philanthropique et sa vision de la transformation sociale à travers l'éducation et la santé. Il saisit l'occasion de son 70e anniversaire pour donner espoir aux communautés vulnérables. In 5 communities, we have put solar street Do lights bene in 5 tome on communities. mise commune à tombe do au lampadaire do commune de Kolopo à tombe. Il y a 3 mois de cela, il n'y avait pas possibilité d'avoir de l'eau à boire ici. 4 km, 6 km. Il faut au moins 4 à 6 km avant de trouver de l'eau. On ne peut pas parler de la vie sans jamais parler de l'eau. Celui qui te donne l'eau t'a déjà donné la vie. Je rends grâce à Dieu pour la vie de son serviteur qui a pensé à amener ce don ici. Il a voulu que la lumière soit en ce lieu. En célébrant ses 70 ans, l'évêque David Oyedekpo a choisi d'apporter lumière, espoir et soutien, des valeurs de partage et de solidarité qu'il prône à travers ses actions humanitaires. C'était une doléance des communautés à la lisière de la frontière Bénin-Nigeria et désormais une route les connecte aux autres régions des collines. Le village d'Okeo a bénéficié de la phase 2 de l'asphaltage. Une messe a été dite en guise de remerciement à l'endroit du gouvernement. Deogracias Menayi pour le reportage. Longtemps désiré par les populations d'Okeo, il aurait fallu attendre l'avènement de la rupture pour que le bitumage de cette voie soit une réalité. Le bitumage de l'As Savert, sur lequel nous nous retrouvons ici. Et c'est comme vous le constatez, c'est toute une joie pour la population. Cette infrastructure, c'est 27,5 km de route qui relie Dassazoumé à Okeo, village qui fait frontière avec le Nigeria. Joie et doléances, sentiments manifestes des populations. Première demande de la population, c'est le pont sur le fleuve Okpara. Parce que ce pont servira non seulement la localité d'Okeo et l'arrondissement, mais ça servira également toute la commune de Savert, toute la commune de Wessé, toute la commune de Glazoué. Ça servira également au-delà. Banté, Savalou, même jusqu'au Togo, au Ghana, il passe par ici. Ça nous manque aussi la sécurité. Si l'État peut tout faire pour nous traiter aussi du commissariat d'arrondissement, je pense qu'on aura aussi le cœur à l'aise. Situé dans les périphéries de Dassazoumé, ce village bénéficie de la phase 2 de l'asphaltage. Preuve que le programme d'action du gouvernement ne laisse nulle place où la main ne passe et repasse. Je vous le disais en titre, les équipes engagées pour le tournoi qualificatif à la CAN U20 2025 dans la zone UFOAB connaissent désormais leurs adversaires. Le tirage au sort s'est déroulé à Abidjan et au bout, les jeunes guépards du Bénin ont hérité du groupe A. Les précisions avec Blaise Adampo. Les dés sont jetés. Les 7 équipes sont fixées sur le sort pour le tournoi qualificatif à la Coupe d'Afrique des Nations U20 2025 dans la zone UFOAB. Dans le groupe A, les jeunes guépards héritent du pays hôte, le Togo. Le Niger et le Ghana complètent le groupe qui s'annonce ouvert. Le Ghana pas certainement favori, mais le Bénin en premier, finaliste de l'édition précédente, va tenter de jouer les troubles fêtes. Ces 3 équipes sont comme le Bénin, vont chercher à obtenir les 2 places qualificatives de façon à pouvoir jouer donc une demi-finale et d'atteindre elle aussi, comme nous, le Bénin, la finale qui est signe donc des 2 places qualificatives pour aller jouer la CAN 2025. Le groupe B est plus relevé. Il est composé du Nigeria, grand favori et champion en titre, du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. La compétition se déroule à Lomé. Le Togo ouvre le bal le 17 octobre face au Niger. Les Guépards U20 débutent, eux, face au Ghana. 3 jours plus tard, ils affrontent les éperviers avant de terminer leur phase de groupe face au Niger. Je ne regarde pas forcément les adversaires. Aujourd'hui, ce qui est très clair, c'est que nous allons aller chercher les vidéos de ces 3 pays qui vont être nos adversaires. Nous avons aussi nos informations. Et puis ensuite, on va se concentrer surtout sur notre équipe parce que
Avant de regarder les adversaires, ce qui est très bien, il faut le faire, c'est très professionnel. Il faut surtout se concentrer sur nos forces, et nos forces aujourd'hui, c'est notre effectif. On a des joueurs locaux qui ont envie de briller, de montrer que les Guépards savent faire des choses sur les compétitions internationales. L'objectif pour le Bénin sera d'aller chercher une place en finale pour être l'un des représentants de la zone UFOA-B pour la Coupe d'Afrique des Nations U20 2025. Le tournoi qualificatif à la CAN U20 2025 zone UFOA-B se déroule à Lomé du 17 au 31 octobre 2024. Et avant ce tirage au sort, les Guépards U20 ont bouclé un stage de présélection intensif à Misrété. C'était sous la direction du manager général des équipes de jeunes. Lors de ce premier rassemblement qui a vu la participation de 35 joueurs, le staff technique a pu évaluer le potentiel du groupe. Écoutez les propos du manager. J'ai pris énormément de plaisir. C'était un premier rassemblement sur une liste qui avait été constituée par le coach Mathias de Guénon. On avait 35 joueurs, 31 joueurs et 4 gardiens. Vraiment très riche d'enseignements, aussi bien sportivement que humainement, mais aussi que administrativement parlant. Ça nous a permis donc de faire un point complet sur ce groupe de 35 joueurs. Je dirais que du bonheur de voir autant donc, de jeunes joueurs qui nourrissent de représenter fièrement la sélection nationale des U20 pour les prochaines compétitions. On a senti une progression importante depuis une semaine. On en parlait avec le staff tout de suite. Nous avons fait pas mal de séances d'entraînement, 2 séances par jour. On a fait une triangulaire, une opposition samedi matin. Et on est très très agréablement surpris de voir la marge de progression que les joueurs ont pu nous montrer. Et ça nous donne donc du baume au cœur pour pouvoir rapidement se retrouver afin de préparer au mieux donc, la prochaine compétition UFOA au Togo. Je pense que fin septembre, début octobre, nous allons proposer donc de nouveau un rassemblement avec certainement un nombre de joueurs assez important parce qu'il y avait quelques absents par rapport à des joueurs qui étaient encore retenus un peu dans leur club jusqu'à présent. Et de façon à essayer d'amener, on va dire aux alentours du 10 octobre, certainement une liste d'une vingtaine de joueurs qui pourra ensuite partir sur la qualification sur un tournoi UFOA au Togo du 17 au 30 octobre. Hors du Bénin, l'actualité internationale nous conduit entre autres au Sénégal où Ousmane Sonko promet des enquêtes sur la corruption généralisée sous l'ancien régime. On fait le tour avec Ayeloudjou Amoussou et Saint-Tiche Quimpon. Le premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a promis jeudi des enquêtes sur la corruption légalisée, ayant sévi selon lui sous l'ancien régime, qu'il a accusé d'avoir manipulé les chiffres des finances publiques. Le régime du président Macky Sall a menti au peuple, a menti aux partenaires, a tripatouillé les chiffres pour donner une image économique, financière et budgétaire qui n'avait rien à voir avec la réalité. Même si nous avions quelques éléments de preuve que la situation du pays n'était pas au beau fixe, nous étions loin de nous imaginer que les choses étaient si catastrophiques. Nous allons demander aux Sénégalais de consentir à des efforts extrêmement importants ces les années à venir. Les anneaux olympiques accrochés sous la tour Eiffel depuis juin ont été retirés. Les anneaux 5 couleurs, 29 mètres de long, 15 mètres de haut, trônaient entre le premier et le deuxième étage de la Dame de Fer. La maire de Paris, Anne Hidalgo, souhaitait que ce symbole de l'olympisme reste sur le monument emblématique de la capitale jusqu'aux Jeux olympiques de Los Angeles en 2028. Mais la structure en acier de 30 tonnes n'a pas été conçue pour résister aux conditions météorologiques hivernales et devrait être par contrat décrochée avant le 30 septembre. L'ambassade Et voilà qui met un terme à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h avec plaisir.